bienvenue à tous dans ce premier épisode de Free Club. Je recommence un podcast plutôt dédié aux freelances pour vraiment aborder des questions, je pense, qui vont vous parler en tant que freelance sur des problématiques communes aux freelances, qu'importe le niveau d'avancement. Je vais vous donner le ton de ce premier épisode. Ce premier épisode, ça va être le prix. On va parler prix, comment fixer ses prix quand on est freelance. Donc c'est ce que je vous disais, qu'importe où vous en êtes dans votre activité, normalement on continue de se poser la question. Pour y répondre et pour vous donner un petit peu moi mes clés de réflexion sur ce sujet-là, je vais découper l'épisode en plusieurs parties. Il y aura une première partie où on va plutôt comprendre ce que c'est un prix, un tarif, et un peu les différents leviers derrière en fait le prix, les méthodes pour fixer son prix. Et là, ça sera par contre un peu plus lié à où est-ce que vous en êtes dans votre aventure ou votre avancement en tant que freelance. Les différentes stratégies pour fixer ces prix, les blocages invisibles que vous pouvez rencontrer lorsque vous essayez de faire évoluer votre prix ou lorsque vous vous positionnez. On les abordera après, à vous de voir si vous êtes concerné et par lesquels. Comment annoncer ces tarifs et les faire passer. Ensuite, comment les faire évoluer avec le temps. Et puis, ce sera la conclusion et j'espère que ce programme vous réjouit. Mais en tout cas, c'est parti. Alors, sa vision du tarif et des prix, en réalité, normalement, le prix, c'est qu'une toute petite partie du début de l'accompagnement avec votre client. C'est qu'une composante. Parce que le prix intervient dans une stratégie plus globale de positionnement. Donc, c'est-à-dire, en fonction de à qui vous adressez, donc à quel marché, mais aussi à quel type de client, votre prix il doit être aligné par rapport à ce client-là. Vous allez, alors que vous proposez la même chose, par exemple une image ou une identité graphique, que vous adressiez à une toute petite PME de 2 personnes ou une agence de luxe, vous avez beau vendre la même chose, il faudra que le prix s'ajuste en fonction de votre persona. Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ne pourront pas mettre le même budget, que ce soit la petite PME ou la grosse agence luxe. La deuxième, c'est que il va y avoir en fait beaucoup plus d'exigences normalement qui sera demandée par l'agence luxe pour votre prestation, que normalement très peu de personnes pourront aussi répondre à ce type de prestation. Donc il va y avoir un espèce d'alignement entre vous et le marché, parce que sur ce marché-là, il y aura très très peu de personnes qui pourront répondre à leurs demandes, donc vous pourrez fixer un prix en adéquation avec ce marché. Donc ça en revient à ce que je vous disais un peu phrase d'introduction, votre tarif va s'ajuster par rapport à votre positionnement. Votre tarif, il va aussi en fait être une perception de votre expertise. Si vous positionnez face à une agence de luxe comme prestataire, mais vous lui proposez des tarifs que vous pourriez faire à des particuliers, il va y avoir un problème. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles ils ne vont pas bosser avec vous, parce qu'ils vont se dire, en fait, cette personne n'a pas compris nos codes, et donc ce qui inclut la prestation, et donc n'a probablement jamais bossé dans le luxe, on ne lui fait pas confiance, et donc c'est là où ça va au-delà de votre tarif, il y a une interprétation qui se fait, et donc une influence sur la perception de votre expertise avec un tarif qui va être trop bas, par exemple, par rapport à ce que s'attend le client. Et limite, pour lui, avec ce prix trop bas, il y a comme un problème qui est détecté, un peu par ses radars, parce que d'habitude, il y a des devis qui sont plus hauts. Donc, il va se dire, c'est pas assez quali, ou cette personne n'a pas l'habitude, c'est pas intéressant pour moi, et je vais pas forcément prendre le risque. L'inverse est vrai. Tout d'un coup, vous proposez à un client un devis qui est 3 fois supérieur à les autres devis des freelances. Il ne sera pas intéressé. Et pareil, de la même manière, il va se dire, je ne suis pas un pigeon, pourquoi ce mec ou cette nana m'a proposé un devis 3 fois supérieur à ce que je m'attendais et mon budget. Donc il y aura de nouveau en fait, une perception qui ne sera pas à votre avantage d'un tarif qui a été proposé. La deuxième chose, et qu'il faut comprendre avec un tarif, c'est que le tarif, ça inclut votre valeur perçue et la valeur délivrée. Qu'est-ce que c'est ? La valeur délivrée, c'est votre prestation, ce que vous allez faire, le résultat qui sera
reçu par le client, mais qui est palpable quelque part, même si c'est numérique. Et la valeur perçue, c'est tout ce que ça va lui permettre de lui créer de son côté, ce que ça va lui apporter et un peu le bénéfice de votre prestation. Par exemple, vous lui vendez une image. Cette image, si ça l'aide à gagner un concours, bah, la valeur perçue de cette image, elle sera beaucoup plus importante que juste une image qui est là pour faire beau, alors que vous n'êtes pas connu, elle n'a aucune valeur. C'est pas un tableau connu de Picasso qui serait juste une image, mais parce que c'est Picasso, la valeur perçue, elle est énorme. Versus le tableau que vous auriez acheté à une petite peintre de votre village de vacances sur le marché, elle n'est pas connue, donc ça a beau être une image qui est aussi dans un cadre, la valeur perçue, elle est toute petite parce que cette nana n'est pas connue. Donc c'est aussi corrélé en fait à la cote de l'artiste. On n'en est pas à se poser la question de notre cote de freelance, mais quand même, plus vous aurez d'expérience, plus votre valeur perçue, elle sera aussi plus forte auprès du prospect ou du client que vous avez. C'est comme ça qu'il y a des designers qui sont très connus et qui peuvent se permettre de vendre très très cher leurs meubles ou leurs prestations ou leur design parce que leur valeur perçue est très très forte versus la valeur délivrée. Ils ont juste fait un nouveau design de chaise quelque part. Mais parce que c'est eux, qu'ils ont une marque et que leur valeur perçue est très très forte, ça vaudra beaucoup plus cher et ce sera décorrélé du marché parce que leur valeur perçue est bien élevée. Le deuxième truc à saisir sur le prix, c'est que plus vous serez spécialiste, et donc identifié comme quelqu'un qui fait que ça, et donc qui doit être bien meilleur que tous les autres parce qu'il passe ou elle passe son temps à faire que cette prestation-là, plus vous pourrez proposer des prix au-dessus du marché, parce que vous aurez une crédibilité supérieure à tous vos concurrents qui font un peu tout. Donc votre prix il va aussi malgré tout être positionné à votre positionnement. Donc c'est là où c'est important d'être positionné. Je pense que ça fera l'objet d'un épisode ultérieur, mais posez-vous vraiment la question de où vous en êtes aujourd'hui sur votre positionnement. Et si vous finissez un rendez-vous, quelle serait la description que votre client ferait de vous si la phrase est beaucoup trop générique, c'est que votre positionnement il n'est pas du tout affirmé. Du coup, on va voir ensemble là, un peu les méthodes pour fixer ces tarifs qui vont être quand même beaucoup lié à où est-ce que vous en êtes dans votre vie de freelance. Typiquement, il y a un premier palier qui est le tarif plancher. C'est combien vous devez générer de chiffre d'affaires tous les mois pour vivre correctement. Donc ce calcul il va être simple, vous devez calculer combien vous avez de charges, le revenu souhaité, par rapport au nombre de jours qui sont facturables. Donc, c'est-à-dire, vous enlevez les jours où vous ne bossez pas parce que vous êtes en week-end, vous enlevez les jours où vous voulez partir en vacances, vous enlevez les jours où vous faites de l'administratif, vous enlevez les jours où vous faites de la prospection, vous enlevez les jours qui, en fait, ne sont pas facturables parce que vous faites d'autres activités qui peuvent être liées à votre activité de freelance, mais qui ne sont pas facturables auprès de clients. Et donc, vous calculez derrière le taux jour qu'il vous faudrait pour arriver à ce tarif plancher. Normalement, ce tarif plancher, il va être soit au prix du marché, soit un petit peu en dessous. Ça va être une première base pour calculer votre tarif. Au tout début, si vous débutez et que vous n'êtes pas à l'aise et que vous avez besoin de références, partez sur ce tarif plancher. Ensuite, une fois que vous avez des références, que vous commencez à comprendre quels sont les prix qui sont pratiqués sur votre marché, vous pouvez passer à un tarif un peu plus élevé qui sera normalement un petit peu votre tarif psychologique. Donc, c'est-à-dire, ça va être un tarif que vous vous sentez d'assumer face à un client sans bafouiller et sans être mal à l'aise. Bien sûr, ce tarif-là, il va être normalement au prix du marché, voire au-dessus. Et donc, ce prix, il va être corrélé à vous, votre expérience, votre expertise, la confiance que votre client vous accorde et que vous avez réussi à construire avec lui, et aussi votre marché. Vous aurez beau essayer d'avoir construit les 3 piliers qui vont être confiance, expertise, crédibilité. Si vous êtes dans un marché qui ne paye pas et qui n'a pas les moyens de se payer vos services et qui est en crise, vous n'arriverez jamais à atteindre ce tarif un peu psychologique où vous n'êtes pas très loin de bégayer quand vous l'annoncez en rendez-vous.
Et puis il y a le tarif cible idéal, c'est ce que vous voulez atteindre à moyen terme pour vivre et bien évoluer. Ce type de tarif idéal, en général, il est plus lié à votre tarif jour, mais vous devez un tout petit peu plus avoir standardisé votre offre, l'avoir un peu plus packagé pour augmenter vos tarifs, mais que ce soit plus totalement décorrélé d'un TJM qui pourrait paraître élevé et que plein de gens refuseraient. Donc, je vais vous expliquer là, les différentes manières et stratégies de pricing. Il y a le taux journalier moyen, donc c'est ce que je viens d'évoquer, c'est le TJM. Une bonne manière de le connaître par rapport à sa discipline, ses compétences ou son marché, c'est d'aller sur Malte. Vous allez sur Malte et là, vous voyez tous les tarifs qui sont proposés par les freelances. En général, ça va peut-être de 100 € de l'heure à 1200, 1500 de l'heure. Ça, c'est la fourchette. Mais par contre, vous avez un graphique et vous voyez où se situe un petit peu le pic de tous les freelances. Et donc, vous aurez un peu une fourchette du tarif moyen par rapport en fait à votre marché et où vont vos compétences. Je vous conseille plutôt de regarder par marché de nouveau, plus que par compétences. C'est-à-dire que si vous faites de l'identité graphique, regardez tous les graphistes qui font de l'identité graphique, mais par rapport à votre niche. Si vous êtes dans la food, regardez plutôt par rapport à tous ceux qui se positionnent sur la food pour voir justement leurs tarifs. Et ils risquent d'être un peu plus élevés que des personnes qui font de l'identité graphique au sens large. Parce que généraliste et pas spécialiste. On en revient à mon point précédent. La deuxième manière de fixer son tarif, ça va être plutôt au forfait ou au projet. C'est là où si vous arrivez à avoir un peu toujours le même type de projet, vous allez réussir en fait à comprendre quelles sont toujours un peu les mêmes étapes et donc mieux calibrer en fait la mission et le projet. Et que ce soit plus intéressant pour vous parce que moins d'accidents dans la délivrabilité du projet. Donc, vous allez plus vous baser sur le projet, donc les délivrables. Qu'est-ce que le client a gagné derrière? Donc, un pack, par exemple, un pack d'images, un pack de vidéos. Et derrière, le client va s'en foutre parce que s'il a la qualité et les résultats qu'il veut, que vous y ayez passé 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, si le résultat lui convient, il s'en fout. Et donc c'est là où plus vous aurez réussi à un peu standardiser votre manière de bosser, mis en place des process, plus ce nombre de jours, vous allez réussir à le réduire pour délivrer toujours la même prestation, la même qualité qui ravit vos clients. Et donc par exemple d'une prestation qui vous aurait pris 10 jours au tout début quand vous étiez junior, que vous facturiez 10 fois 300 par exemple, 3000, cette même prestation, avec des années d'expérience, vous allez probablement pouvoir la réduire à 5 jours. Vous arrivez à la rendre plus belle parce que vous êtes plus junior, vous la facturez 4000. Donc vous êtes réussi à passer en fait, d'une prestation TJM de 300 jours à une prestation que vous avez vendue 4000 pour 5 jours. Vous serez à 800 jours. Pour la même prestation, mais un peu plus quali, que vous réussirez à vendre un peu plus cher parce que plus expérimenté. Et derrière, en fait, vous, c'est votre défi de réussir à raccourcir le temps que vous allez bosser sur cette prestation en ne faisant pas baisser la qualité, loin de là. Et puis la troisième manière de vendre ces services, ça va être de faire un peu des packs de services. Donc par exemple, vous pouvez faire des packs en effet de vidéos ou des prestations un peu plus globales. Si vous avez une expertise qui est assez large, par exemple pour des sites internet, vous pouvez vendre la partie « je vous fais l'identité graphique » plus le site internet. Donc ça va éviter à votre client d'aller faire une identité graphique et de la payer peut-être assez cher, plus un site internet. Vous allez lui proposer les deux, donc sous forme plutôt de pack. Il va être gagnant, mais vous, si vous standardisez, vous êtes aussi gagnant. Et donc ça peut aussi être très rentable parce que vous allez faire un peu que ça et donc réussir à être beaucoup plus efficace que la plupart des gens tout en packageant. L'autre manière aussi de penser packaging, c'est de faire penser sa relation client un peu plus comme un partenariat. Donc proposer un pack ou un forfait à l'année et que vos clients sont un peu obligés ou en tout cas incités à commander tous les mois.
et avec ces commandes en fait, qui sont pensées plutôt long terme, vous leur faites une réduction. Donc vous, en fait, ça vous rapporte un volume que vous n'auriez peut-être pas fait, une sérénité et une sécurité sur votre année parce que vous sécurisez une partie de votre chiffre d'affaires. Pour autant, peut-être, ça va descendre un tout petit peu votre rentabilité versus certains projets qui sont one-shots, mais à vous de voir par rapport à votre portefeuille client, ça peut être intéressant à intégrer dans une stratégie un peu plus globale. Alors, quand on parle de prix, il peut y avoir des blocages. Je pense encore plus quand on est français, où ça reste un tabou de parler prix. Donc, il peut y avoir quand même certaines croyances limitantes qui vont être liées à l'argent et autour de l'argent. Surtout au tout début où on va se dire je ne suis pas légitime. Et ça va revenir systématiquement dès que vous allez augmenter vos prix. Vous allez avoir peur d'avoir l'impression de voler vos clients, peur de ne pas être légitime par rapport au prix que vous proposez, peur peut-être d'envoyer aussi vos devis ou vos factures, peur de la réaction de vos clients. Parce que vous n'avez pas forcément une idée des tarifs qui sont proposés, donc il y a une appréhension. Vous pouvez aussi être un peu influencé, ça va être un frein par votre environnement, surtout quand on a été salarié avant. En fait, à chaque fois, ou au tout début en tout cas, on fait toujours des parallèles par rapport à ce qu'on gagnait en tant que salarié. Maintenant, dites-vous, quand on est salarié, on n'a que la partie qu'on touche, qu'on voit, mais c'est qu'une partie de l'iceberg. En réalité, il y a beaucoup de charges sur les salaires. Pour vous donner un exemple du coût que ça représente un salaire, je suis partie sur une base, par exemple, d'un salaire net avant impôt de 2 500 €. Pour un employeur, par mois, ça va lui coûter 4 326 €. Si ça, je le ramène au jour, ça va coûter 216 €. Pour autant, ce qu'on ne met pas dans le coût d'un salarié, c'est toute la partie formation, où avant qu'un salarié soit optimal, il y a des mois où il est moins rentable. Donc ça a aussi un coût. Et puis il y a tout le coût aussi du recrutement en amont, qui représente un coût aussi pour l'entreprise. Tout ça pour vous dire que même si vous vous dites là c'est 216 €, je suis plus cher quand je suis freelance, je suis à 300 par exemple. 300, c'est le coût de la flexibilité pour l'employeur, de pouvoir juste vous prendre 2 jours en fait dans le mois versus un salarié où on s'engage forcément pour une période qui est donnée. Tous les coûts cachés là que je viens de vous révéler pour un salarié versus vous, si vous êtes la bonne personne pour la mission ou le projet qui est défini, il gagne sur toute la partie formation parce que vous êtes tout de suite opérationnel. Donc, il est gagnant dans l'équation. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vraiment vous enlever cette idée que vous allez voler la personne qui vous donne la mission si vous êtes à 300 parce que vous coûtez plus cher qu'un salarié. Oui, mais parce qu'il y a d'autres coûts cachés. Vous avez aussi, vous, d'autres coûts cachés. Donc, vous avez besoin au minimum de ces 300 jours pour construire une activité rentable. Il y a aussi une autre peur qui peut s'installer. Ça va être la peur de perdre un client par rapport à vos tarifs, surtout si vous êtes dans une situation où vous n'avez pas trop de missions en ce moment. Ne vous dévalorisez pas, surtout si vous avez des références avec ce client-là. Gardez les mêmes prix, il n'a pas de raison de changer. Et puis reposez-vous la question, si vous doutez, de quel est votre avantage concurrentiel aujourd'hui par rapport à d'autres freelances qui pourraient contacter votre client. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous faites mieux que la concurrence et qui normalement éloigne un peu la concurrence de votre client ou en tout cas vous donne un avantage, une avance par rapport à ce client-là. Deuxième point, pour combattre cette peur, si vous avez peur vraiment de le perdre, avant d'envoyer un devis ou de baisser votre tarif pour avoir l'impression de lui faire une fleur, posez-lui la question de où vous en êtes aujourd'hui dans votre relation client. Est-ce qu'il est satisfait de ce que vous faites et comment vous pourriez vous améliorer ou qu'est-ce qu'il y avait amélioré sur la dernière prestation pour vous assurer qu'il est pleinement satisfait et qu'il n'y a pas de non-dit plutôt que baisser sa posture et donc son tarif en se soldant un peu gratuitement et sans raison.
L'autre peur qu'il peut y avoir derrière le prix, c'est la peur du refus qui est très humain. On a tous peur du refus et ça se matérialise avec le non. C'est pas toujours un moment agréable de se prendre un non. Malgré tout, quand on envoie son devis, ça peut faire partie de la négociation, de justement parler du prix. Et le non commence cette négociation. Et donc derrière, il ne faut pas s'arrêter, il faut réussir à comprendre en réalité ce qui bloque son client. Est-ce qu'il cherche juste à négocier et il y en a beaucoup ou est-ce qu'au contraire, ça ne rentre pas dans son budget initial et donc là, il y a un terrain d'entente à trouver sur les délivrables versus le prix. Pour autant, surtout sur un premier projet, si vous rentrez dans cette négociation et que la négociation est violente, c'est-à-dire votre prospect ou peut-être futur client veut vraiment faire descendre votre tarif très très bas, ça va devenir en fait une espèce de référence pour lui. Donc si vous n'enlevez rien dans votre prestation et que vous divisez votre prix par 30, 40 ou 50%, vous n'arriverez jamais à réaugmenter vos tarifs. Donc préférez à la rigueur peut-être rentrer dans le budget du client qui vous a donné, qui n'est clairement pas le budget que vous visiez, mais très bien, commençons par ce projet-là. Mais réancrer auprès de lui que c'est seulement pour ce premier projet et que vous avez plutôt l'habitude de bosser pour des budgets un peu plus élevés comme le devis initial que vous aviez envoyé, mais que du coup, vous, pour que ce projet il reste rentable et aligné sur les projets concurrents et de vos autres clients, vous allez devoir en fait enlever des délivrables ou des éléments qui étaient convenus initialement dans la prestation pour rentrer dans vos coûts et donc que ce soit gagnant-gagnant. Donc ça, c'est une des discussions qu'il faut avoir et qui est assez inévitable si vous prenez un non sur un devis. Après, un non n'est pas forcément rédhibitoire si vous êtes prêt à faire un pas vers votre client et que lui aussi est prêt à faire ce pas-là. Et puis le dernier point, ça peut être, vous avez peut-être un blocage sur aujourd'hui un peu votre posture en rendez-vous, mais aussi derrière quand vous annoncez votre prix et on sent que vous êtes très hésitant et je vous assure ça se voit et ça se sent. Donc c'est essayer déjà de se filmer. En fait, en se voyant, on peut prendre un peu conscience, un peu comme un miroir de qui on est et donc peut-être comment c'est perçu pour être perçu comme peut-être un peu moins friable et donc que vos clients tentent à tout prix la négo parce qu'ils sentent qu'il y a une énorme brèche qui est possible et que vous êtes très flexible et pas du tout à l'aise avec les prix que vous leur proposez. L'un des points ensuite, c'est que comment est-ce qu'on annonce en fait son tarif et comment on le fait passer. Je pars évidemment du postulat que vous avez fait un devis qui est plutôt aligné avec les prix du marché. S'il n'est pas aligné, il est peut-être 20% au-dessus ou 25% au-dessus du prix du marché, mais n'est pas non plus déconnant par rapport à ce que reçoivent vos clients. Maintenant, comme je l'ai dit en partie 1, ça reste très lié à comment va votre marché, qui sont vos concurrents et les prix pratiqués. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend dans quel camp vous êtes, une même prestation peut avoir des tarifs différents en fonction de à qui c'est adressé et qui le fait. Alors, comment est-ce qu'on peut annoncer, une fois que ça s'est dit, comment est-ce qu'on peut annoncer ces tarifs et les faire passer de manière plus facile, ou en tout cas les faire passer beaucoup plus souvent et que ce soit compris par vos clients. Première chose, il faut éviter d'annoncer son tarif un peu nu, à poil, tout seul. Et essayer de l'associer et de l'inclure plutôt dans une proposition commerciale plus globale, où du coup, le prix est une info. Et c'est plutôt perçu comme un investissement parce que ça va résoudre un besoin et un problème chez votre client, plus que seulement un ticket de caisse ou un devis que vous expliquez. Ça permet aussi d'être beaucoup plus transparent sur en fait, des étapes de production et le temps que vous allez y passer et des étapes qui peuvent être un peu invisibles de la part de vos clients parce qu'eux voient seulement les résultats finaux et ne s'imaginent pas forcément toutes les étapes intermédiaires dont vous allez avoir besoin pour arriver à ce résultat final qui correspond à ses attentes et ses exigences. Or justement, s'il a des exigences hautes, il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs retours
qui doivent être inclus et qui vont prendre du temps. Donc, ça va être intéressant de les inclure elles aussi, cette méthode et un peu ces différentes étapes dans votre proposition commerciale pour, de nouveau, pas seulement mettre votre devis et un tarif, mais beaucoup plus le contextualiser pour que votre client comprenne que vous êtes projeté dans sa prestation, que vous envisagez en fait du temps qui va être passé dessus et peut-être qu'il aura besoin d'autres précisions pour comprendre pourquoi telle étape vous prend 5 jours et il peut le challenger et il faut l'accepter. Mais derrière, si vous ne lui mentez pas et que vous savez faire votre travail, vous pourrez lui expliquer pourquoi telle étape prend tant de temps et ce que vous allez faire pendant ces étapes-là. Donc soyez transparent et à l'aise, même si on vous pose des questions et qu'on vous challenge un petit peu sur cette roadmap. L'autre point sur les tarifs, c'est qu'il faut être à l'aise, que les gens vont peut-être vous donner des objections et ne seront pas nécessairement d'accord avec en premier lieu. Et de nouveau, c'est OK et ça doit faire partie du jeu. Maintenant, c'est à vous de vous familiariser avec un peu les réponses standards qu'on peut vous faire. Ça coûte trop cher. Par rapport à quoi ça coûte trop cher? Par rapport à mes concurrents? Par rapport à votre budget? Par rapport à ce que vous aviez imaginé alors que vous n'aviez jamais bossé avec ce type de prestation et fait ce genre de mission? Essayez de recontextualiser en fait ce que veut dire ce prix. Surtout s'il y a un retour sur investissement ou si votre client en a vraiment besoin et que lui, ça va lui rapporter quelque chose dans un futur proche ou futur éloigné. Ce devis et ce prix, c'est un investissement, c'est pas un coût. Donc pensez bien à le remettre en perspective et donc ça veut dire reprendre du temps pour rassurer, cadrer la mission, là, comme je viens de vous l'expliquer, et puis montrer la valeur, c'est-à-dire ce que vous allez lui apporter grâce à cette mission et ce que ça va lui rapporter lui par la suite grâce à la prestation que vous allez faire pour lui. Vous pouvez aussi essayer d'utiliser des ancrages, donc ça veut dire un peu des comparaisons pour, si votre client n'a pas de référence, lui en donner. Si par exemple vous faites d'autres types de prestations, une grille tarifaire peut aider et fait un peu office d'ancrage pour aider votre client à se projeter par rapport au budget qui va devoir être alloué et ce qu'il aura en fait en conséquence par rapport à ce budget-là. Après, je sais que certains sont assez mal à l'aise à pouvoir communiquer des tarifs parce que ça dépend du projet. Justement, le ça dépend, essayez de un peu plus le qualifier et normaliser pour faire une grille tarifaire. Peut-être qu'il y a 3 niveaux ou 4 niveaux. Et qu'est-ce que comprend votre prestation la plus basique, qui commence peut-être à 1 000 euros? Qu'est-ce que comprend votre prestation la plus élevée, qui est peut-être à 10 000 euros? Qu'est-ce que ça inclut comme nombre de retours? Qu'est-ce que ça inclut comme disponibilité? Et si vous avez déjà fait en fait ces projets-là, basez-vous là-dessus pour un petit peu plus normaliser vos offres, être plus transparent quelque part, pour que quand vous êtes en rendez-vous avec un client et qu'il vous demande et du coup ça coûte combien alors qu'il ne vous donne pas vraiment un vrai projet, vous allez pouvoir un peu lui donner différents scénarios et comme un peu des valises, il saura ce qu'inclut ces différentes valises pour un même délivrable par exemple. Mais le nombre de services qui seront rentrés et packagés dans ces offres seront différentes, comme la disponibilité, le temps passé, qui sont forcément, qui ont forcément une valeur et un coût derrière pour le client, quoi. Dernier point avant la conclusion, vous avez le droit de faire évoluer vos tarifs dans le temps parce que c'est aussi lié à votre expérience, votre expertise et je vous le souhaite, elle va augmenter avec le temps, surtout si vous êtes spécialisé et que vous travaillez avec une seule typologie de clients. Normalement, au bout d'un temps assez court, c'est-à-dire 1 ou 2 ans, vous commencez déjà quand même à avoir une très bonne vision du marché, des projets, et donc beaucoup plus expérimenté que 80% des gens qui vont solliciter vos clients. Donc dès que vous avez de l'expérience, de la preuve sociale, avec beaucoup de témoignages de clients similaires que vous voulez toucher, de nouveau, en fait, ça va augmenter votre valeur perçue sur le marché. Donc ça va vous aider en fait à augmenter vos tarifs et les faire passer. Et puis il y a aussi la loi des marchés, c'est-à-dire si vous êtes sur un marché où il y a de moins en moins de personnes et c'est très peu compétitif, vous avez la possibilité, un peu un boulevard, de
profiter de ça et d'augmenter vos tarifs parce que vous allez être un petit peu recherché, ou en tout cas une denrée rare, surtout si vous êtes bon. L'autre stade où vous devez, et là je vais bien parler d'obligations et que vous devez les augmenter, vos tarifs, c'est quand en fait vous commencez à être saturé. Et c'est un peu le deuxième palier, je trouve, du freelancing, où nos journées elles sont pleines, voire nos soirées, voire nos week-ends. On bosse tout le temps. Le chiffre d'affaires commence à être intéressant, mais si vous voulez l'augmenter à ce stade-là, parce que vous dites oui à tout le monde, il va falloir augmenter vos prix et progressivement changer votre portefeuille client pour des clients qui sont prêts à vous payer plus cher. Et si vous êtes à ce stade-là, vous avez de l'expérience, vous avez des preuves sociales, et donc normalement vous êtes à ce stade-là où il faut accepter maintenant de ne plus dire oui à tout, de dire non si en fait le client n'a pas le budget pour bosser avec vous, parce que vous allez arriver à un stade où vous pourrez vous permettre un tout petit peu plus de choisir avec qui vous voulez travailler par rapport en fait à vos nouveaux tarifs. Pour augmenter ces tarifs, il y a plusieurs stratégies plus ou moins agressives d'augmentation. Évidemment, la plus évidente, c'est une augmentation progressive. C'est-à-dire, vous êtes avec vos clients actuels, vous avez de la récurrence, c'est-à-dire ils reviennent tous les mois ou tous les ans, vous avez le même portefeuille client, et déjà, c'est une très bonne nouvelle, c'est cool. Pour autant, si ça fait peut-être 3 ans que vous bossez avec eux et que vos tarifs n'ont pas augmenté, vous avez le droit de leur soumettre une augmentation. Maintenant, si vous leur dites du jour au lendemain « mes tarifs augmentent de 100% ou de 50%, ça risque de ne pas passer. Par contre, si vous les prévenez en amont que vous avez pris en expérience, qu'aujourd'hui vous êtes quand même sollicité avec d'autres clients et que votre temps aujourd'hui il est rare et vous arrivez à être 100% occupé, en fait vous allez augmenter vos tarifs parce que votre expérience a augmenté. Et donc, vous annoncez le prix qui va être répercuté avant de le faire pour les préparer psychologiquement. Et si l'augmentation elle n'est pas trop violente, ils vont comprendre. Forcément, ça ne va pas les arranger, mais si vous faites du bon travail, qu'ils étaient très satisfaits avant, ils continueront de bosser avec vous, quoi. Une fois que vous prenez en expérience aussi, pour augmenter vos tarifs, vous pouvez plus packager vos offres. Parce que si par exemple vous faisiez que des sites internet, mais vous vous êtes rendu compte que vous êtes formé entre-temps au référencement, au SEO, vous pouvez proposer une offre un peu plus globale. Si vous faites aussi du graphisme, ça y est, vous pouvez proposer aussi cette offre globale qui va vous permettre du coup d'augmenter vos tarifs. Donc ça va être une autre manière d'augmenter vos tarifs. Et puis sinon, l'autre manière, ça va être de changer la typologie de clients, de passer à des clients qui ont un budget beaucoup plus important et qui vont du coup avoir les moyens de se payer vos services. Donc c'est là où il va falloir rentrer dans une démarche, à mon sens, beaucoup plus proactive pour aller chercher cette typologie de clients. Et c'est une stratégie, pour ma part, qui a été très rentable parce que ça m'a vraiment permis du coup d'augmenter considérablement mes tarifs en changeant à la fois mon positionnement et mes offres. Donc j'ai fait les deux à la fois, mais aussi du coup la typologie de clients pour des clients qui étaient prêts à payer beaucoup plus cher. Donc progressivement, ça a pu comme ça remplacer mon portefeuille client. Évidemment, ça fait sens quand vous êtes déjà installé, vous avez déjà des références. Donc pensez bien à augmenter progressivement vos tarifs. Et puis, vous avez le droit de vous planter aussi dans cette augmentation et de viser un petit peu trop haut parce qu'en fait, c'était vraiment décorrélé du marché et redescendre. C'est aussi en faisant ces tests et en se confrontant au marché sur les prix pratiqués que vous allez trouver en fait le prix juste par rapport à où est-ce que vous en êtes, ce que vous délivrez et le marché que vous visez. Du coup, on va conclure cet épisode. J'espère que cette réflexion déjà sur les tarifs va vous aider un petit peu à vous poser les bonnes questions sur où est-ce que vous en êtes et comment vous pricez aujourd'hui vos prestations. Ça va donner un peu de grain à moudre à votre moulin. Si aujourd'hui vous êtes un peu perdu sur ce que je vous ai dit, sur tout ce qui est positionnement, attendez l'un des prochains épisodes pour que je vous en parle et que peut-être ça s'éclaircisse un petit peu plus à ce niveau-là. Mais clairement, tarifs et positionnement sont liés. Après, évidemment, vous avez votre expérience, votre crédibilité et votre portfolio qui sont corrélés. Et du coup, vous avez vraiment à trouver cet équilibre entre vos tarifs, du coup vos compétences
et ce que vous proposez et la valeur perçue par vos clients et le marché. Et il faut vraiment trouver cet équilibre en fait entre les trois. Et dès que vous l'avez trouvé, c'est là où vous allez être beaucoup plus confortable, pouvoir commencer à prospérer et penser beaucoup plus long terme sur une stratégie ensuite d'augmentation progressive de vos tarifs. J'espère vraiment que ça vous a donné des clés pour réfléchir. Si vous avez des questions sur cet épisode, n'hésitez pas à m'écrire ou sinon à poser vos questions dans les commentaires directement de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. Prochain épisode, on parlera à mon avis de positionnement parce que ça reste un gros sujet. Et puis si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager à d'autres freelances de votre entourage cet épisode. Moi, c'était Sandrine pour le Free Club. Au prochain épisode. Salut!